Déjà le 51e jour de l'année 2018, chers amis, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de ce grand plateau du soir sur Bénin Business 24. 20 février, le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la justice sociale. En proclamant en 2009 cette journée, les Nations Unies prônent donc l'égalité de traitement de tous les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, leur sexe, et on en parle ici dans ce numéro du grand rendez-vous. Ici, vous êtes chez vous. Les autres sujets qui feront objet de ce grand rendez-vous, vous avez suivi hier, donc pour vous qui étiez avec nous, le professeur Ronlonkou, avec qui nous avons parlé de la nationalisation des entreprises. Et bien avec lui aujourd'hui, on parlera du libéralisme économique. Est-ce le meilleur choix pour un développement durable? Ça va se faire donc avec Agnès Belot dans Autant savoir. En page santé, on parlera d'un mal, on reviendra sur la prostate et pour parler précisément de l'adénome. Qu'est-ce que c'est que l'adénome? Comment se manifeste le mal? Et puis éventuellement, comment en guérir? Nature et bien-être s'y penche avec Heureuse Danondé et son invité, le docteur Magloire Yévi, qui sera donc ici sur ce plateau. Impossible pour certains de se passer donc du parfum, ces senteurs qui agrémentent la vie de certaines personnes. Eh bien, la question sera évoquée dans Beauté au pluriel et nous recevrons un spécialiste des modes et puis quelqu'un qui s'y connaît en tout cas, il va nous rejoindre, il s'appelle Ouanou. Et ce sera donc en dernier plateau de cette émission. Alors, les petites informations pêle-mêle glanées sur le net seront donc, on en parlera ici. Et puis, le 19h45, Nadège Soni, qui est déjà dans son décor. Nadège Soni, bonsoir à vous. Bonsoir Karamat Agbataou. Vous savez, février est un mois chargé d'histoire pour le peuple béninois. La conférence des forces vives de la nation, nous avons rencontré un témoin, l'ancien ministre Ali Oudou, qui revient sur les motivations de ces assises en 1990. Nous irons également à la découverte d'une start-up. Il s'agit d'un jeune ajusteur-tourneur qui a conçu une moulinette à maïs à Paraco. Et pour finir, nous ferons une incursion dans le secteur de l'art pour évoquer quelques pistes de solutions pour son mieux-être. Voilà donc Karamat, le résumé du journal à 19h45. En tout cas, de très beaux sujets avec vous, Nadège, et ça va se faire donc les détails dans un peu moins de 45 minutes. Merci de garder toujours votre position de réception si c'est à l'instant même que vous nous rejoignez. Bienvenue, c'est le grand rendez-vous donc qui démarre pour le compte de ce mardi 20 février 2018. Alors, le sommaire étant donc donné, le plateau, les plateaux connus d'avance, on va sans plus tarder aller à la découverte de notre premier invité. On l'installe avec ceci. Le 20 février 2009, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Journée mondiale de la justice sociale. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut entendre par justice sociale? Cette clarification conceptuelle se fera avec donc notre invité. Il est juriste, il s'appelle Seydou Abou. Monsieur Abou, bonsoir. Bonsoir. Alors, justice sociale, on en parle dans cette édition puisque c'est aujourd'hui, cette journée, elle est célébrée de par le monde. Est-ce que les téléspectateurs peuvent avoir une idée sur ce qu'on peut entendre par justice sociale? Merci. Et lorsque nous parlons de la justice sociale, il faut d'abord comprendre par là que en fait, la justice, c'est une vertu, c'est le sentiment d'équité qui nous anime, qui nous habite, parce que c'est ce qui est idéalement conforme à la raison et le bon sens. Vous savez, lorsqu'on parle, on dit justice, il faut être juste. Donc, il faut avoir
ce sentiment d'équité, ce sentiment de bon sens et la raison. Lorsqu'on parle de justice sociale, et ça vient du cœur d'abord, ça vient du cœur. Et tout ce que vous faites rentre dans la ligne de ce qui est juste, ce qui est dans le bon sens, ce que la population accepte, ce que Dieu même accepte. D'accord. Donc c'est ça la justice sociale. C'est ça la justice sociale. D'accord. Ça vient du cœur. D'accord. Et ça vient du cœur et qui doit donc amener les gens, ou bien chacun doit essayer à son niveau de développer cette aptitude ou Oui, comme je l'ai dit, la justice sociale souvent est innée à l'homme. Lorsque vous avez le bon sens, vous avez le sens du pardon, vous avez le sens de faire du bien, vous avez le sens de tout ce qui est normal, de tout ce qui est, que l'homme humain peut le faire, et tout ce qui n'est pas injuste, ce qui n'est pas criminel, et vous faites déjà de la justice sociale. Parce que ça vient de votre cœur, et ce qui vient de votre cœur vient de l'esprit. Et de l'esprit, c'est le bon sens, tout ce qui est bon. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que le monde il est fait de beaucoup d'inégalités. Ça veut dire qu'il y a un véritable travail à faire dans ce sens. Oui, vous savez, dans la société, il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a des gens qui sont animés de mauvaises intentions, il y a des gens qui ne veulent pas du bien de leur prochain, il y a des gens qui veulent discuter vos places, il y a des gens qui vous font du mal. Alors, on ne peut pas les associer avec les bienfaiteurs, et ceux-là ont une autre explication de la justice sociale. C'est des gens qui ne veulent pas. Mais voilà qu'on ne peut pas les écarter de la société, hein, parce qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Ils font partie du monde, on doit, donc est-ce qu'on doit les accepter malgré ce caractère, ce défaut qu'ils ont? Vous savez, on ne peut pas les écarter effectivement de la société parce que c'est des êtres humains qui ont des droits. Mais le bon sens veut que ceux qui vivent avec vous, ceux qui partagent leur bien, ceux qui partagent leur bonheur avec vous, et contribuent au développement de ce pays. Donc nous ne pouvons pas avoir des gens qui sont là pour faire du mal. Lorsque vous faites du mal à quelqu'un, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et ces gens-là, ils se connaissent et ils ne veulent pas du tout du progrès de ce pays. Et ils font que du mal. Et je pense que ces gens doivent être écartés de la société. Moi, à mon avis. On doit les écarter à votre avis. D'une manière ou d'une autre parce qu'ils ne contribuent pas au développement de ce pays. Ils veulent du mal. Lorsque des gens qui ont la volonté de faire développer ce pays, des gens qui ont assez d'informations, assez de renseignements pour faire développer le pays, qui veulent effectivement le développement du pays, eux, ils sont là pour créer des problèmes, et ils sont là pour vous décourager, ils sont là pour vous empêcher d'évoluer. Alors ces gens, on n'a pas besoin d'eux dans la société. Alors quand on évoque la question de justice sociale, est-ce qu'elle prend en compte toutes les couches de la société ou bien il y a une cible donnée qui est prise en compte? Vous savez, lorsqu'on parle de la justice sociale, vous savez, sur tous les plans, il y a une sorte de discrimination, une sorte d'injustice parce que je prends en caractère d'inégalité. Bien vrai que l'article 8 de notre Constitution dit que la personne humaine est sacrée et inviolable, que tous les hommes sont égaux devant la loi. Mais dans certaines circonstances, les personnes ne sont pas égales devant la loi. Si je prends un exemple, lorsque vous avez un problème, par exemple, avec un député ou bien un ministre, on ne vous traite pas de la même manière. Vous savez, celui qui est le député, d'abord, il a déjà l'immunité qui le protège. Et vous prenez un ministre, par exemple, lorsque vous avez un problème avec lui, ce ministre est bien reçu par rapport à celui-là, un citoyen lambda qui n'a rien, et qui est là. Alors, vous avez même partout, même dans les soins de santé, par exemple dans les maternités, dans les hôpitaux, dans les administrations, quelqu'un qu'on connaît, qui est plus gradé que vous, lorsqu'il vient, il est reçu rapidement. Alors que celui-là, celui qui n'a rien, le pauvre, on le laisse pendant des années, on le laisse même pendant des heures. Et s'il ne se rapproche pas des gens, s'il n'a pas les moyens, on ne le prend pas, on le fixe un autre rendez-vous. Mais est-ce que vous vous imaginez un monde où tout le monde est vraiment sur le même piédestal? Oui, mais c'est ça l'idéal. C'est ça ce que l'Assemblée générale des Nations veut, qu'il y ait quand même cette intégration, que tous les hommes soient égaux, que tous les hommes soient traités de la même manière. Mais ce n'est pas possible.
depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, vous avez vu, on ne traite pas toutes les personnes de la même manière. Même vous aussi, vous avez vécu des cas comme ça dans les administrations. Et si on revient au plus bas, quand on prend le genre, le masculin et le féminin, il y a déjà cette caractérisation-là qui est prononcée en tout cas, et où les hommes sont beaucoup plus favorisés que les femmes. C'est aussi à dénoncer ça. Oui, c'est aussi à dénoncer parce qu'il y a des cas où voilà, la femme n'est pas considérée, que c'est le sexe masculin qui domine. Là, il n'y a pas de justice sociale. Et vous avez vu avec la loi fondamentale, on dit que la femme doit être égale à l'homme. Il y a eu assez de débats. Et souvent, il y a certaines personnes, il y a des féodaux qui n'aiment pas accepter. Et ça, donc, vous avez vu dans la société. Mais c'est heureux de l'entendre d'un homme qui le dise enfin sur ce plateau encore, pour un juriste que vous êtes. C'est vrai, vous êtes à la retraite aujourd'hui, de savoir que les hommes, ils sont vraiment des féodaux qui abusent de leur autorité, déjà que l'Éternel Dieu leur a donné. Voilà, donc ce qui veut dire que on cherche déjà à atteindre l'idéal, mais on ne l'atteindra jamais parce que l'homme, en tant qu'être humain... Vous êtes sceptique? Est-ce à dire qu'il n'y a plus vraiment rien à faire pour en arriver là? Ou qu'est-ce que déjà vous préconisez que le Bénin peut déjà faire pour en arriver là? Pour moi, déjà, tout dépend de la conscience de chaque homme, de chaque personne. Puisque moi, je fais des œuvres sociales, j'essaie de faire déjà la justice sociale existe chez moi. Mais amener les autres aussi à faire comme moi, c'est là le problème. Et des gens, bon, vous avez vu, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup d'explications. Certaines personnes connaissent bien le bien fondé des œuvres sociales, mais ils ne le font pas. Et il y a d'autres encore qui critiquent. Et vous savez, c'est un don, c'est une vertu. Ce n'est pas donné à n'importe qui de le faire. Mais lorsqu'on veut le faire, on ne vous encourage pas. D'où le cœur qu'il faut mettre en exergue. Voilà. Ce bon cœur, ce cœur aimant, ce cœur qui a de la pitié vis-à-vis des indigents. Parce que des indigents, on en a un peu partout. Bien sûr, c'est pour ça que je disais au début, la justice sociale, ça vient du cœur. Et il faut que ça vienne véritablement du cœur, que les gens soient véritablement décider à faire du bien. Lorsque vous faites du bien sans arrière-pensée, je pense que... C'est déjà ça la justice sociale. C'est déjà la justice sociale. Et qu'il n'y ait plus vraiment d'écartement entre les races, que vous soyez d'une peau blanche, d'une peau jaune, une peau d'ébène, comme les Africains. On doit pouvoir s'accepter. Voilà, et c'est ça, la justice. C'est ça la justice. Vous savez, il y a comment on les appelle ça? Il y a les pauvres, les couches sociales, il y a les aveugles, il y a ceux-là qui n'ont pas d'emploi, il y a les démunis, tout ça, il faut les réunir, il faut partager ensemble et ensemble trouver une vision pour le développement de ce pays. À l'occasion de cette journée, Monsieur Abou, il y a que l'Assemblée générale des Nations unies demande à chaque pays de mener en tout cas des actions concrètes pour réduire justement ces inégalités sociales que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, je reviens encore là-dessus. Qu'est-ce que vous préconisez pour votre pays, le Bénin, pour qu'on limite considérablement ces inégalités entre déjà hommes et femmes, entre personnes riches et démunies et tout ça? Bon, moi, je n'ai pas attendu l'Assemblée générale des Nations unies avant de commencer par faire mes œuvres sociales depuis mon enfance. Vous savez, lorsque vous êtes un être humain, que vous savez que votre prochain a besoin de quoi à manger, n'a pas de quoi manger, ou bien vit dans des vies, et a souvent des difficultés, de la peine à tenir la journée, à voyager, vous pouvez déjà l'aider. Ça suppose qu'il faut déjà avoir de l'œil, il faut avoir une présence d'esprit et pouvoir détecter ces personnes qui vivent aux alentours de soi. Je vais vous donner un cas concret. La fois passée, moi, j'étais allé à Zé, le dimanche dernier, où il y a un internat de 1 à... des enfants d'1 an à 15 ans, mais jusqu'à 9 ans, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas pris la petite bouillie. Et déjà à midi, ils ne savent pas de quoi, qu'est-ce qu'ils vont manger. Alors lorsque vous voyez des choses comme ça, la justice sociale, vous êtes obligé de leur apporter un peu d'aide, quand même au moins pour cette journée, qu'ils puissent prendre quelque chose. D'accord. Et quels sont vous déjà, peut-être que votre expérience va déjà stimuler certaines personnes, des gens qui ont bon cœur. Dites-nous déjà sur le terrain, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Déjà, moi, à chaque fois, lorsque je vais dans
dans ces maisons d'orphelinat. Je lance toujours un appel à la population de venir aider là, ceux qui n'ont rien, les couches sociales, parce que lorsque vous faites du bien, vous avez la bénédiction de Dieu, vous avez ça, tout ce que vous voulez. Ça, c'est pour ceux-là qui croient en Dieu, parce qu'il y en a, il y a cette couche-là qu'on respecte aussi, qui ne croient pas en Dieu du tout. Oui, mais ils sont obligés de le faire parce que l'être humain a besoin d'aider son prochain. Ça, c'est un axiome. Et si vous ne le faites pas, c'est que demain, vous n'aurez pas le bonheur. Vous n'aurez pas le bonheur parce que, en fait, la justice sociale, c'est à tous les niveaux. Il y a des gens qui sont nantis, mais qui gardent leur argent par devant eux, ils ne veulent pas faire sortir. Mais autrement, le Dieu va leur prendre ça parce que, en fait, il ne sert à rien de garder de l'argent après de mourir, de tout laisser, alors que vous avez une mission à faire dans la vie. La générosité, tout simplement, et avoir un bon cœur. Voilà, avoir un bon cœur. Et là, déjà, vous participez au développement de ce pays. D'accord. Ok, alors pour finir, est-ce que vous pensez que l'édification d'une société où il se fera effectivement, fera bon vivre chacun? Oui, en passant par le social nécessairement. Tout simplement. En passant par le social. Si vous ne passez pas par le social, vous ne pouvez jamais créer une société où il fera bon vivre, pour chacun, pour tous. Et à quelles conditions? À quelles conditions que vous participez au développement, vous donnez à manger aux pauvres, vous créez des emplois aux jeunes, vous créez des emplois aux femmes, vous donnez argent, assez de fonds aux commerçants, aux femmes pour qu'elles puissent mais pour mener toutes ces actions, il faut déjà que soi-même, on ait le minimum. Oui, mais c'est pas seulement. Il faut y avoir le minimum. Vous savez, actuellement, le gouvernement a plus de chances, le gouvernement a plus de pouvoir, plus de moyens pour le faire avec le programme d'action du gouvernement, du président Talon. Je pense qu'il doit quand même accentuer sur ce volet social pour relancer l'économie, pour relancer sur tous les plans le développement de ce pays. En le faisant, je pense qu'il aura longue vie et puis il va en bénéficier par le social. Merci beaucoup, Monsieur Seydou Abou. Je rappelle que vous êtes juriste à la retraite et j'espère que vos actions vont continuer. Est-ce que déjà vous avez vos enfants, des proches à vous, qui vous emboîtent le pas tout doucement, qui essaient de mener de ces genres d'actions? Parce que c'est aussi ça déjà, il faut qu'à la base... Bien sûr, je vais vous raconter une petite histoire. La fois passée, j'étais avec mes deux enfants, la fille et le garçon. Alors j'étais sorti, alors des gens sont venus à la maison, des mendiants. Tout de suite, je ne sais pas, là, ils ont pris quelque chose du riz, ils les ont donné. Parce qu'ils sont déjà habitués, ils savent que le papa fait quelque chose de bon et ils sont obligés de le faire. Et c'est comme ça, l'éducation. Un monde où règne la justice, un monde où tout le monde trouve à manger, un monde où on a le minimum, en tout cas pour chacun. On en rêve tous et on recevait donc dans la rubrique Espère le juriste Seydou Abou. Merci beaucoup d'être passé. Merci surtout pour la promptitude, parce que ça a été vraiment limite. On vous a appelé, vous avez répondu présent à notre invitation, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'était donc le premier plateau de ce grand rendez-vous aujourd'hui. Nous allons donc ouvrir les vannes pour nature et bien-être. Nature et bien-être, on parle aujourd'hui d'un autre mal lié à la prostate. Il s'agit de l'adénome de la prostate. De quoi il s'agit concrètement? Quels sont les symptômes de cette maladie? Et éventuellement, comme je le disais, est-ce qu'on peut en guérir? Heureuse Dalandé et son docteur, le docteur Magloire Yevi, essaieront donc de nous apporter réponse. Mais avant, on va regarder ceci. Infection, hypertrophie ou pire, cancer, 3 maladies de la prostate qui touchent la majorité des hommes âgés. Tous les hommes qui urinent, leur urine passe par la prostate. Tous les hommes qui éjaculent, excusez-moi le terme, tous le sperme passe par la prostate. Donc c'est un organe vraiment carrefour et qui contribue à la vie génitale masculine, mais dont les maladies peuvent impacter la vie urinaire des hommes. 1 sur 2 hommes entre 30 et 60 ans souffrent de la prostatite, de l'adénome de la prostate ou encore du cancer de la prostate. Un homme dont le bassin est fracturé, sa prostate également va être touchée. Mais ce dont on parle le plus souvent dans l'actualité, dans la population, c'est surtout les infections. Infections qui sont dues parfois aux infections sexuellement transmissibles, et donc rapport non protégé,
mais également infections qui peuvent être liées à l'introduction de corps étrangers comme les sondes dans la vessie d'un homme. On aura alors une inflammation due à des microbes. En ce moment-là, nous aurons une prostatite. Le cancer n'est qu'une forme de tumeur. C'est la deuxième tumeur de la prostate. La première tumeur n'est pas cancéreuse, c'est une tumeur bénigne. Au nombre de ces 3 pathologies de la prostate, l'adénome ou augmentation de la prostate est la première cause de troubles urinaires chez l'homme, avec 65 000 décès enregistrés par an dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous recommandons de voir un neurologue quand on a un doute sur la question. Il saura mieux vous orienter. La réticence des hommes à parler de leur sexualité à leur médecin explique le stade avancé auquel le mal est souvent diagnostiqué. Vous êtes homme, vous êtes gêné par vos envies irrésistibles d'uriner. Il s'agit peut-être d'un adénome de la prostate. Et la consultation de votre urologue serait la première solution à votre mal. Si votre mère a souffert de cancer du sein, vous, le garçon, vous pouvez également souffrir de cancer de la prostate. Retour sur le plateau, docteur Magloire Yévi, vous avez suivi avec nous, en tout cas cet élément que nous a proposé Heureuse Dalondé sur l'adénome de la prostate. Et c'est le sujet pour lequel vous êtes venu jusqu'à nous ce soir, n'est-ce pas? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous portez-vous? Bon, je rends grâce à Dieu. D'accord. Alors, on peut facilement souffrir de ce mal sans le savoir? Oui, c'est un mal qui concerne le sujet masculin de certain âge, à partir de 45 ans. Un mal qui intéresse un organe qu'on appelle la prostate. Je veux insister que la prostate n'est pas une maladie, parce que pendant longtemps, les gens pensaient que c'était une maladie. Voilà. Donc, pour approfondir justement les échanges avec vous, Heureuse Dalondé est là. Oui, je bonsoir. disais, mais là, Karamat m'a oublié sur le non, plateau. Non, pas du tout, je ne vous ai pas oublié. C'est voilà, votre invité, je vous le laisse, allez-y. Merci beaucoup, Karamat. Donc, comme vous avez eu à le dire, on parle de la prostate sur ce plateau, précisément de l'adénome de prostate, une maladie dont souffre la prostate, un organe qu'on ne retrouve que chez l'homme, n'est-ce pas? Et comme l'utérus. Comme l'utérus chez la femme. Bien sûr. Voilà. Alors, docteur Yévi, lorsqu'on parle de l'adénome de la prostate, on a eu à travers le reportage que c'est l'augmentation du volume de la prostate. Est-ce le cas? Oui, la prostate est une glande qui sécrète une substance qui va contribuer à la constitution du sperme. Le sperme, vous savez ce que c'est? C'est constitué de spermatozoïdes qui sont produits par les testicules et qui vont être transportés par les canaux déférents des testicules jusqu'à la lumière de l'urètre prostatique. La prostate étant donc au carrefour de l'appareil urinaire et de l'appareil génital, va sécréter sa substance pour arroser ces spermatozoïdes. On a des images qui seront envoyées par le réalisateur pour que vous nous précisiez un peu là où se trouve la prostate au niveau de la partie intime de l'homme. Bien sûr, si ça va voilà, être en attendant, on poursuit. Je continue, voilà. Donc les spermatozoïdes vont être arrosés de la sécrétion prostatique pour constituer le sperme. Et donc cette partie glandulaire de la prostate, cette glande, donc lorsqu'elle tombe malade, et que la maladie est caractérisée par une multiplication des cellules de cet organe, limitée à cet organe, on parle d'adénome. D'accord. Je voudrais revenir un peu en arrière pour vous expliquer que la prostate peut souffrir de 2 types de tumeurs. La tumeur prostatique, on parle de tumeur lorsque les cellules... Je ne vous arrête pas, mais là, on a, avec l'aide du réalisateur, si on peut revenir très rapidement sur l'image précédente. Oui. Voilà, il y a déjà peut-être à ce niveau, oui, là, la prostate. Oui, la prostate, c'est ce que vous voyez là sous la vessie. La poche qui est en haut, c'est la vessie. La vessie, c'est le réservoir des urines entre 2 besoins mictionnels. Donc, c'est dans cette poche-là que les urines qui quittent les 2 reins viennent rester. Donc, les urines traversent la prostate. Traversent la prostate par l'urètre. Voilà. Le tuyau que vous voyez au milieu là s'appelle l'urètre. Et cet urètre va transporter les urines de la vessie vers le bout du pénis, par où les hommes vont uriner. Donc l'urètre traverse la prostate. La prostate entoure donc l'urètre, et c'est au niveau de cette urètre prostatique que vont se déverser la sécrétion prostatique et les spermatozoïdes.
Et les spermatozoïdes, mais lorsqu'on parle de la maladie de la prostate, précisément de l'adénome, parce qu'il y a plusieurs maladies, il y a également la prostatite, mais qui n'est pas le sujet, voilà, aussi, mais qui n'est pas le sujet du jour. On parle de l'adénome de la prostate. Comment cela se manifeste? Comme vous avez dû le remarquer, la multiplication cellulaire au niveau de la prostate va entraîner du moins une compression de l'urètre et générer des difficultés urinaires. Le patient va commencer à pousser avant d'uriner. Il fait des efforts comme s'il voulait aller à la selle, encore que normalement on ne devrait pas pousser avant d'aller à la selle. Il va pousser avant d'uriner. Quand il va se mettre debout pour uriner, le démarrage de la mission ne sera pas spontané, il mettra du temps pour se mettre à uriner. La mission va être allongée, et au lieu de faire quelques secondes pour uriner, il mettra 2, 3, 4, 5, 6 minutes pour uriner. Est-ce que tout ça là est accompagné de douleur? Est-ce que ça fait mal? Parfois, pas toujours, parfois. Lorsqu'une infection urinaire survient, ça peut donner des brûlures aussi. Voilà. Donc, tout ça va faire qu'un patient qui urine et qui a des gouttes retardataires, c'est un patient qui doit aller voir un urologue. Un patient qui se lève plusieurs fois la nuit pour aller uriner, il urine en petite quantité et de façon très fréquente. On parle de prolacturie. On a la prolacturie d'urine dans la journée, on urine plusieurs fois dans la nuit. Un patient qui se lève plus de 2, 3 fois la nuit est malade. Il faut qu'il apprenne. Oui, il faut. Et s'il a pris assez d'eau avant de dormir, il a bu assez d'eau avant de dormir, c'est pas une... Généralement, vous et moi, maintenant, même lorsque nous buvons beaucoup d'eau avant d'aller dormir, on se lèvera peut-être une fois la nuit. Mais à cet âge-là, ils vont se lever plus de 3 fois. À quel âge précisément? À partir de 45 ans, chez les hommes. Chez les hommes. Voilà. À partir de 45 ans, oui. On peut déjà constater les manifestations de l'adénome. De l'adénome. De la prostate. De la prostate. Donc, on va uriner fréquemment. On va avoir ce qu'on appelle une urgenturie. Lorsque le besoin d'uriner apparaît, lorsque vous ne vous précipitez pas, vous perdez les urines. Donc, lorsque vous avez ces symptômes, la dysurie, la difficulté à émettre les urines, des brûlures mictionnelles, lorsque vous avez une émission difficile particulièrement, une émission fréquente, régulière, et de petites quantités, il faut aller voir l'urologue. C'est un signe que vous n'allez pas bien et que votre prostate est peut-être malade, il faut aller voir. Il faut dire qu'il n'y a pas que la prostate qui peut donner ces signes-là. Voilà pourquoi il faut voir un médecin. Pour être situé. Pour être situé, on va faire des explorations, en l'occurrence faire une échographie, faire des dosages de sang, voir si les reins fonctionnent bien, voir s'il y a une infection urinaire, voir si la nature de la tumeur que vous avez, si elle est bénigne ou maligne. Lorsqu'elle est maligne, on parle de cancer. Lorsqu'elle est bénigne, on parle d'adénome justement. Donc ce sont des explorations qui vont mettre le médecin sur le bon chemin dans le cadre de votre prise en charge. Mais pourquoi c'est à partir de la quarantaine qu'on a ces symptômes-là? Pourquoi pas avant 40 ans? Qu'est-ce qui explique l'âge, en fait? Oui, lorsqu'on est, la prostate fait environ 20 grammes. Mais avec l'âge, le développement de la prostate est sous le contrôle de la sécrétion testiculaire qu'on appelle la testostérone. Donc cette sécrétion va engendrer le développement de la prostate pour qu'elle soit capable de remplir sa fonction dans la participation à la reproduction humaine. Et c'est dans ce développement, dans cette croissance de la prostate, qui est normalement physiologique, que nous notons cette déviation de prolifération cellulaire qui va engendrer cette pathologie. Est-ce que le mal est récurrent sous nos cieux? Parce que je sais que dans le monde, il y a environ 65 000 décès liés à l'adénome de la prostate. Oui, c'est un mal très fréquent en Afrique, plus fréquent en Afrique qu'en Europe. Et qu'est-ce qui explique cela? On estime que, à cause de notre mélanine, nous sommes plus exposés à cette pathologie. Et puis, il faut dire que les Africains ne viennent pas vite faire les soins. Ils vont d'abord aller accuser la vieille tante. Ils vont d'abord accuser la vieille tante aux dents longues. Il y a toujours la sorcellerie quelque part. Voilà, aux dents longues avec du crochu pour les manger la nuit. Ils prennent tout le temps de... Quelle caricature de la sorcellerie ou de la sorcière. Après ça, ils vont faire de la phytothérapie. Phytothérapie non validée, parce que phytothérapie, je ne suis pas contre. Et ce qui se pratique au Bénin, c'est de la phytothérapie non validée. Je vais vous expliquer une phytothérapie. Non, ce n'est pas le sujet, mais quand même, il y a des phytothérapeutes dont les produits sont homologués, sont autorisés de mise sur le marché par le ministère de la Santé. Oui, mais quelle étude a été faite
Là, vous remettez en cause donc cette décision du ministère pas qu'on remet en cause, mais en principe, il faut avoir un laboratoire de validation des produits. Les produits doivent être étudiés, on doit identifier, et si vous voulez, identifier les éléments qui vont être efficaces, faire une étude de toxicité avant de les mettre sur le marché. Bon, ils vont dans les laboratoires extérieurs qui ne sont pas sur notre territoire. Mais parlant de l'adénome, on parlait de la fréquence ici déjà au Bénin. Voilà, ici déjà au Bénin. Au CNHU, nous recevons en moyenne 400 patients qui souffrent de l'adénome de la prostate. Au Bénin? Bien sûr. Rien qu'à Cotonou? Bien sûr, il y en a. Au CNHU? Oui, au CNHU. Est-ce qu'on peut en guérir, Heureuse? Bien sûr. On peut guérir de l'adénome de la prostate. On en guérit. On a tout ce qu'il faut pour soigner ici, au Bénin. D'abord, quand on vous voit tôt, on peut vous mettre sur un traitement médicamenteux qui vous permet de soulager vos mictions, de vous porter mieux. Et lorsque il arrive le moment où vous n'êtes plus capable d'aller mieux sous médicaments, on vous opère. Les malades viennent souvent à une étape très avancée. Malheureusement, oui. Surtout parce qu'ils ne connaissent pas qu'il existe, ils ne savent pas qu'il existe des urologues pour traiter leur mal, leurs problèmes de santé sexuelle. Alors vous avez décidé, les urologues, vous avez décidé d'aller à la rencontre des hommes, d'aller vers eux pour leur porter l'information et surtout procéder à des traitements de maladies de prostate. Parlez-nous de cette initiative-là. Oui, donc l'initiative s'est portée sur Sakété, la commune de Sakété, et va avoir essentiellement lieu à l'hôpital de zone de Sakété-Ifani, appelé SAKIF, où nous allons nous installer les jeudis, vendredis, samedi prochains pour recevoir des sujets de plus de 45 ans et faire une sensibilisation sur les maladies de la prostate et en même temps un dépistage des tumeurs de la prostate. On aura à l'ordre du jour un interrogatoire, un examen physique et une échographie éventuellement. Et ça nous permettra éventuellement de prescrire aussi des traitements. Ceux qui auront besoin d'être opérés vont être envoyés à Porto Novo parce qu'on a un neurologue à l'hôpital départemental de Porto Novo ou s'ils veulent à Cotonou au CNHU. Alors c'est une initiative qui a été qui est née de l'entente entre la SOBU, la Société béninoise d'urologie, et l'ONG World Priority, en entente avec les autorités sanitaires et les autorités politico-administratives locales. Voilà. Et tout ça se fait gratuit Oui, tout à fait gratuit, 0 francs CFA. Très bonne nouvelle. Tout ça se fera à 0 francs, je le répète, 0 francs CFA. Et ça commence quand? Ça commence le jeudi prochain, on va faire 3 jours. Et jeudi, tous vendredi, les 3 jours à Sakété? Oui, il y aura tous les jours au moins 10 urologues qui vont s'occuper des patients de cette région pendant 3 jours. Et c'est uniquement Sakété qui a été choisi comme zone d'intervention? Sakété, c'est le starter. Nous avons l'intention de nous rapprocher des populations reculées du Bénin, où qu'ils soient. C'est la première phase. Et la SOBU est bien entendu ouverte et accepterait d'aller appuyer n'importe quelle région. Très belle initiative, en tout cas très belle initiative pour la santé publique, la santé de nos hommes, de nos papas, de nos frères et tout ça. Et ça commence donc jeudi pour la consultation, ça se fait donc à Sakété. Voilà. Merci beaucoup, Heureuse Dalandé. Et merci. Donc tous ceux qui sont entre 40 et à partir de 45 ans, jusqu'à 200 ans, s'ils sont encore là, peuvent sortir pour une consultation et si possible des traitements. À quelle heure 8h, 9h ou 10h pour ceux-là qui doivent éventuellement quitter le premier jour, le temps de faire des cérémonies, 8h, à 9h on démarre. D'accord. Les activités. L'installation à 6h, on va commencer les installations et tout. À 8h, on est prêt. Les discours, les autorités passeront. Faites-vous consulter tout simplement, chers amis, si vous êtes masculin, faites-vous consulter. C'est une opportunité, une très belle aubaine à saisir avec donc cette initiative des urologues que nous avons au Bénin. Et c'est pour voir si éventuellement vous traînez donc l'adénome de la prostate et pourquoi pas d'autres petites maladies liées à ces organes. Merci. Merci beaucoup en tout cas, docteur, d'être venu nous voir pour ces informations utiles. Chers amis, le grand rendez-vous se poursuit. Ne décrochez surtout pas ActuWeb. C'est dans quelques secondes.
Le docteur Magloire Yévi est parti et c'est Adonis Bohou qui s'est installé à la place de Heureuse Dalondé. Adonis, bonsoir. Bonsoir, je ne suis pas à la place d'Heureuse Dalondé. Vous avez pris sa place. Non, je n'ai pas pris sa place. place. Mais pourquoi est-ce que Adonis ne supporte pas qu'on le taquine, qu'on le titille un tout petit peu de temps en temps? Mais pourquoi il est comme ça? Parce qu'il est comme ça. Et c'est ta personnalité, n'est-ce pas? C'est ça qui fait ta touche. Ah mais oui, moi je t'adore pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Il faut rester original et il faut surtout assumer. Hein. Il faut rectifier. Tu m'aimes, pas tu m'adores. On adore les choses. On n'adore pas une personne. Arrête. Alors, tu es venu aujourd'hui avec deux informations où tu préfères que je te vous voie. Adonis, merci d'être là pour ActuWeb de ce 20 février. Alors hier, on parlait d'une information relative donc à la nouvelle version de Snapchat qu'il faut aller télécharger tout simplement si vous êtes dans mon cas, puisque moi je n'ai pas cette application dans mon téléphone. Oui. Alors en tout cas le PDG, le directeur de cette application qui se voit heureux par rapport à ces critiques. Eh bien, comment on peut expliquer ça? Pour ceux qui ne nous avaient pas suivis hier, certains internautes étaient contre la mise à jour de Snapchat, qui a totalement réorganisé cette application. Ils ont même lancé une pétition pour pouvoir demander à la firme qui s'occupe de cette application de revenir à l'ancienne version. Face à ces critiques, le directeur de Snap Incorporation, Evan Spiegel, tente de défendre sa nouvelle application, c'est-à-dire la mise à jour. Il se réjouit même du fait de ces critiques et dit que lors d'une conférence à San Francisco le jeudi dernier, le PDG a reconnu qu'il va falloir du temps pour que les gens s'adaptent. Forcément, hein, oui. Pour la révolution, mais il y a quand même cette adaptation, ça prend du temps. Il faut bien comprendre qu'il ne veut pas pour le moment céder aux critiques, tout ça. Donc, il faudra du temps pour que les gens s'adaptent, mais il assure qu'il est très content de leur réaction à la nouvelle version, même quand elles sont négatives. Il devrait même être heureux. C'est vrai, il a exprimé, il a fait savoir sur le net qu'il est heureux des critiques, mais il ne les intègre pas. Non. En fait, c'est ça, il ne prend pas en compte. Il ne prend pas en compte, pour le moment, il ne prend pas en compte. Peut-être que... Il devrait le faire parce qu'il met... Mais il y a une chose aussi, il faudrait comprendre aussi. C'est dans une optique qu'ils ont fait cette mise à jour. Donc, laissons-les peut-être voir et évaluer ce que ça va donner. Ce n'est pas parce qu'on vous dit en même temps que vous êtes en train d'aller quelque part, que vous êtes dans le mur, qu'il faut en même temps s'arrêter. Il faut d'abord analyser aussi. Aller se cogner, effectivement. Nous sommes très enthousiastes. Aller planter son front dans le mur, effectivement, avant de faire marche arrière. Eh bien oui, nous sommes enthousiastes par rapport à ce que nous voyons jusque-là. Le mieux, c'est que certaines des remarques que l'on voit renforcent la philosophie qu'ils ont derrière cette version. Par exemple, une des remarques qu'ils ont reçues, c'était que j'avais l'impression que cette célébrité était mon ami. Mais avec la nouvelle mise à jour, les stories des amis sont à part, les stories des célébrités et autres sont à part. Donc, il y a une distinction. Donc, il dit que les remarques avaient porté sur cette distinction. Les gens pensaient que les stories des marques étaient leurs amis, mais en réalité, ce ne sont pas leurs amis. Oui, c'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Enfin, il y a une distinction entre les stories des gens que vous suivez. C'est comme sur Facebook, je prends l'exemple. Il faut dire, c'est les histoires tout simplement. Vous suivez le parcours. C'est les histoires éphémères de 24 heures. Vous postez des photos, des vidéos de vous pendant 24 heures qui sont là, valables 24 heures. C'est un peu comme sur les statuts WhatsApp. C'est comme sur les statuts WhatsApp. Maintenant, à ce niveau, pour les statuts WhatsApp, j'ai la possibilité de vous faire voir mes statuts ou non. Sur Snapchat, dès que vous avez mon nom d'utilisateur, vous pouvez voir mes statuts. Donc, en fait, c'est ça. Donc, on voyait les statuts de tout le monde à un seul endroit. Mais avec la mise à jour, on voit les statuts de vos amis à part et les statuts des autres personnes à part. C'est ça qui fait que... Deuxième information, si vous permettez, Adonis Bohou, le Venezuela qui lance Petro, sa monnaie virtuelle. Oui, on avait évoqué cette information ici. Aujourd'hui, 20 février, le président vénézuélien Nicolás Maduro avait annoncé le lancement de la monnaie Petro. Le Venezuela est à court de liquidité, mais aura bientôt le pétrole. Ils vont lancer, conformément à la promesse du président le 30 janvier, 31 641 400 jetons. Au total, et sur une période non déterminée, le Venezuela compte émettre 100 millions de pétrole. Donc il mettra la quasi-totalité en vente, mais il va garder pour sa propre réserve 17,6%. L'intérêt du pétrole, c'est d'être indexé sur le cours du pétrole, contrairement aux autres crypto-monnaies qui sont des spéculations. Le second aussi, c'est que le gouvernement envisage que les habitants payent
leurs impôts avec le pétrole. Ce sont certaines informations dues par rapport au pétrole. Donc, à part le Venezuela qui a lancé le pétrole, il y a aussi le Zimbabwe qui envisage aussi de lancer sa propre monnaie virtuelle. D'accord. Alors, je ne vais pas vous laisser passer à l'information suivante qui concerne donc les réserves de change du Nigeria, le grand de l'Est, puisqu'on me fait signe que c'est l'heure pour nous tous de nous tourner vers la rédaction pour le journal. Et c'est une présentation de Nadège Sanou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Tout de suite, le sommaire. Liquidité en 1977 et crise économique en 1989, la conférence des forces vives de la nation était devenue indispensable pour sauver le Bénin du naufrage en février 1990. Rappel historique dans ce journal. Un artisan s'illustre dans la conception de machines agroalimentaires. Cet ajusteur tout neuf vivant à Parakou vient de créer une moulinette à maïs. Incursion dans le domaine des arts et cultures, c'est pour tâter le pouls de ce secteur, diagnostic et piste de solutions pour son mieux-être dans ce journal. Comment relancer l'économie béninoise confrontée à une crise sans précédent en 1989? C'est l'une des préoccupations à l'origine de la conférence nationale au Bénin. Déjà en 1977, on parlait de surliquidité dans les caisses de l'État béninois à la BCEAO. Mais de 1977 à 1990, comment est-on passé du printemps au chaos? La réponse à cette question avec Ali Oudou, ancien ministre du président Mathieu Kérékou, au micro de Arnaud Adadja. Qu'on se souvienne que le président Mathieu Kérékou avait dit qu'il n'avait pas convoqué la conférence nationale parce qu'il y avait un problème politique, mais qu'il avait un problème économique. Pourquoi? Parce que si nous avons commis des erreurs idéologiques en proclamant de manière hasardeuse le marxisme, dans la mesure où la révolution, le parti de la révolution lui-même a décliné la ligne générale de la révolution en 3 étapes. Le mouvement révolutionnaire de libération nationale, la révolution démocratique populaire et la révolution socialiste. Donc nous, on était encore à la première étape, l'étape du mouvement révolutionnaire de libération nationale. Il fallait renverser la domination étrangère. Et ça s'est traduit par les nationalisations, par la création des sociétés d'État. Parce que du point de vue du matérialisme historique, le capitalisme n'avait pas achevé son accumulation primitive dans notre pays. Et les hommes d'affaires privés ne pouvaient pas assumer cette responsabilité. C'était du devoir régalien de l'État d'asseoir les bases d'une économie nationale. Et c'est ainsi qu'on a jeté les grandes bases, à la fois du point de vue économique que infrastructurel. Et c'est ce qui permettait à l'époque à l'économie d'avancer. Mais quand les gens ont tenté, les ennemis ont tenté 5 coups d'État, ça n'a pas marché. Ils ont tenté l'agression barbare du 16 janvier, ça n'a pas marché. Ils ont compris que c'est du côté économique qu'il faut s'appuyer. Et on dirait qu'après l'agression du 16 janvier, un mot d'ordre avait été donné pour que les cadres sapent l'économie nationale. On se rappelle encore des tiroirs qu'on appelle, dans lesquels on trouvait ce message, j'ai pris ma part et je suis parti. Donc c'est ce problème qu'on avait. Étant donné que l'enfant malade d'Afrique avait réglé son problème qui se traduisait par une stabilité politique, il fallait maintenant construire
qu'on appelle l'économie nationale. Encourager les opérateurs privés à entreprendre. Et les grands hommes d'affaires de ce pays ont été fabriqués pendant la Révolution, pendant la période révolutionnaire. Mais ils ne pouvaient pas faire concurrence avec le monopole international. Ils n'avaient pas les moyens financiers, encore moins matériels, pour faire la concurrence. Il n'y a que l'État qui a la possibilité de financer de grands investissements qui pourraient le faire, et bien en même temps encourager les opérateurs économiques pour que la bourgeoisie comprador, ceux qui achètent pour venir vendre, se transforment en bourgeoisie nationale. C'est-à-dire qu'ils créent des sociétés qui créent la valeur, qui créent de l'emploi, mais malheureusement, nous avons commis une erreur idéologique avec la proclamation du marxisme et les ennemis s'en ont saisi pour mobiliser contre nous l'environnement qu'on appelle régional et international. Donc, la plus grande erreur de la conférence nationale, c'est de n'avoir pas fait une analyse judicieuse en déclarant le libéralisme intégral, économique, politique. On pouvait faire le libéralisme politique, mais pas économique, parce qu'on n'est pas outillé pour faire la compétition avec le grand monopole capitaliste international. Et cela se voit maintenant. Tout est, qu'on appelle aujourd'hui progressivement, dans les mains de l'étranger. Parce que la bourgeoisie nationale n'a pas eu le temps de se consolider mieux. On est venu encore la décapiter, offrant donc le champ libre au monopole international. Promouvoir les fabrications locales n'est pas impossible. Un ajusteur-tourneur en donne la preuve à Parakou. Il a conçu une moulinette à maïs. En agrotourisme, des étudiants de la faculté des sciences agronomiques lui ont rendu visite. Jules Akweikou et Roch Akweinou étaient de la partie. On suit le reportage. Des étudiants en agronomie à l'université d'Abomey-Calavi chez Yorut Royakubo. Surprise et véritable joie pour le fabricant de machines agroalimentaires à Parakou. Aujourd'hui, nous sommes très contents avec cette visite parce que nous sommes en train de comprendre qu'on ne peut pas tout faire toujours dans les quatre murs. Il faut qu'on sorte. Donc, et cette ambition de ces étudiants, vraiment, ça nous va directement au cœur. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble pour mieux faire. Aujourd'hui, avec l'expérience qu'ils ont, avec ce que nous-mêmes on a ici en place, si nous nous mettons vraiment au travail, je suis sûr que nous allons relever le défi. Sa spécialité, fabriquer des machines adaptées aux besoins de ses clients. De son unité de soudure, d'ajustage et de forge des arts métalliques installée en 2013, plusieurs dizaines de modèles de machines sont sortis, comme cette moulinette à maïs. Au Bénin, rares sont ceux qui sont dans ce domaine d'activité-là. Et très peu sont ceux qui sont dotés de grands moyens. La curiosité de ces étudiants, admiratifs de ces innovations, ne s'est pas limitée à comment arrivent-ils à concevoir ces machines. Ils ont aussi cherché à savoir la source de son inspiration et la force de sa motivation. Mais la réponse du fabricant est sans embâche. Il faut avoir de l'amour et la passion pour son travail et tendre chaque jour vers la perfection. Au même moment, nous sommes en train de mettre aussi quelque chose encore en cours, vu aux ambitions que je vous dis toujours. Ça veut dire quoi? Ce que vous avez appris, ce n'est pas ça forcément vous devez avancer avec. Et s'il me disait, bon, je vais toujours attendre les parents, ça ne pourrait pas aller. Mais avec cette ambition que j'ai prise, c'est ça qui est en train de m'amener ici. Belle leçon retenue par ces étudiants qui repartent satisfaits du savoir-faire de cet artisan. Faisons à présent une incursion dans les arts et cultures. C'est avec Marcel Arossi qui est allé à la rencontre des acteurs culturels. Reportage. De la musique au théâtre, en passant par la danse, la mode, le cinéma, la littérature, les arts, le savoir et la tradition, plusieurs manifestations animent la vie culturelle au Bénin.
En dépit de ses immenses potentialités, le secteur peine depuis quelques années à rayonner. Depuis près de 3 ans, on est là, il n'y a pas trop d'initiatives parce que les acteurs culturels manquent d'accompagnement venant du plan national. Le secteur culturel béninois a besoin d'être repensé, d'être restructuré. Voilà un secteur où les tests existent, mais on passe à côté de l'application des tests. Depuis 2 ans, le secteur a été sevré. Il n'y a pas de pays qui vit sans culture. Et vous savez, les artisans, les comédiens, ils ont quoi? Il y a des artistes professionnels, hein. Il y a des artistes qui font quelque chose, mais il y a des gens qui ne font que ça. Et si on ne pense pas à ceux-là, on crée carrément la calamité. Et pourtant, la culture apparaît comme un véritable atout pour le succès touristique du pays. Au Bénin, chez nous, nous avons quoi? Nous n'avons pas de l'or. Nous n'avons aucune richesse sous notre terre. La seule chose qui peut attirer du monde vers nous, c'est la culture. Avec la culture, d'abord, notre culture est très riche. Nous avons tellement de choses chez nous que les autres ont envie de voir. On ne peut pas détacher le tourisme de la culture et dire que ça va marcher. Les deux vont de pair. C'est à travers la culture qu'on peut vendre le pays, qu'on peut promouvoir le tourisme. Tout ce que nous pouvons vendre, c'est la spécificité béninoise. Et cette spécificité-là réside dans notre culture. Donc le tourisme vit de la culture. Sur un autre plan, l'exercice généralisé des activités culturelles dans l'informel ne favorise pas une lisibilité de l'impact du secteur sur l'économie. Ici, dans notre pays, les statistiques ne sont pas existantes. Eh bien, on n'arrive pas à quantifier la contribution réelle de la culture à l'économie béninoise. La culture pourrait constituer à elle seule la richesse du Bénin pour peu que les conditions soient remplies pour sa pleine éclosion. Le cinéma africain et burkinabé en particulier est en deuil. Idrissa Ouedraogo, réalisateur et producteur burkinabé, est décédé dimanche dernier à Ouagadougou à l'âge de 64 ans. Auteur d'une quarantaine de films, Idrissa Ouedraogo a été récompensé dans les plus grands festivals, obtenant notamment le Grand Prix du jury au Festival de Cannes pour le film Tilaï en 1990. Retour sur le parcours de l'homme dans ce reportage. Né à Banfora au Burkina Faso, il va passer son enfance dans un village à quelques encablures de Waïgouya, la terre de ses ancêtres au nord du pays. Thé noir, taille élancée, le regard vif, Idrissa Ouedraogo a la personnalité très ouverte et en même temps énigmatique comme ses créations cinématographiques. Producteur, scénariste, metteur en scène et analyste de cinéma, tout a commencé pour lui en 1977, année de son inscription à l'Institut africain d'études cinématographiques de Ouagadougou, où il sort major de sa promotion. Il réalise alors son premier film en 1981, un court-métrage de fiction qui obtient le prix du meilleur court-métrage au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. C'est avec son film Tilaï, récit d'un amour impossible, qu'il remporte en 1991 les Talons d'or de Yenenga, le plus prestigieux prix au FESPACO. Une année auparavant, il remportait le Grand Prix du jury au Festival de Cannes avec le même film. Avant, il y avait eu Yaba, l'histoire d'une grand-mère rejetée comme une sorcière, ou encore Yam Dabo. En 1986, c'est le premier long métrage d'Idrissa Ouedraogo à sa sortie de l'IDEC, grande école de cinéma à Paris. Il inaugure une nouvelle façon de faire, exile les grands discours politiques des années 1970. Ses secrets, s'inspirer du quotidien des Burkinabés, se servir d'un décor du village à travers la beauté de la nature et la richesse culturelle Moaga. En 2001, il produit et réalise la série à succès Kadijoli qui a fait le plaisir de millions de téléspectateurs sur le continent africain. Il a à son actif une trentaine de films dont 10 longs métrages. Pour un spécialiste des cinémas d'Afrique, au Burkina Faso, il y a 2 grands réalisateurs, Gaston Kaboré et lui. Ce cinéma a fait le tour du monde. Tous les films d'Idrissa ont été à Cannes.
La sécheresse sévit toujours dans la cité touristique la plus populaire d'Afrique du Sud. La plupart des barrages dans la ville du Cap ont une capacité d'environ 20%. Si les niveaux de barrage continuent de baisser, les robinets de la ville seront asséchés d'ici juin. La sécheresse qui sévit dans la province du Cap occidental dure depuis 3 ans maintenant. Cette semaine, 8 mm de pluie sont tombés, pas assez pour les besoins de la région. C'est sur cette brève que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et c'était donc la présentation du journal du 19h45 avec Nadège Soni, à qui nous disons donc merci. On la retrouve demain à la même heure pour le même exercice. Le grand rendez-vous est arrivé, ou du moins ça a fait plus de la moitié de son parcours. Reste à découvrir beauté au pluriel et aujourd'hui nous recevrons un spécialiste en mode et beauté. Il s'appelle Eric Wanou. Il viendra nous parler des senteurs, les parfums, comment les reconnaître et comment on s'en sert. Ça va se faire dans beauté au pluriel. Mais avant, nous allons installer donc le plateau de Autant Savoir avec encore une fois, et il était avec nous hier, il revient aujourd'hui, le professeur d'économie Albert Honlokou. Voilà, avant de laisser la parole à notre invité, au professeur d'économie, je vais vous inviter à découvrir un autre pan du documentaire de Armel Dossou-Kago sur la situation, la gestion des entreprises d'État ici au Bénin, justement d'hier à aujourd'hui. Aujourd'hui, on se focalise sur le libéralisme économique. Qu'elles viennent du socialisme ou du capitalisme, il y a des normes à respecter pour une gestion saine des entreprises publiques. Qu'il faut tenir compte de ce qu'une entreprise est une entreprise, avec les normes qui sont celles d'une entreprise, avec une culture d'entreprise, avec, disons, une vision entrepreneuriale. Il faut que la société en question puisse se pérenniser. Il faut que l'entreprise puisse s'inscrire dans la durée. Il faut que pour cela, elle produise des résultats. Et il nous faut réfléchir en béninois pour définir ce qui devrait caractériser le béninois, l'économie béninoise que nous voulons. Les entreprises, pendant la période révolutionnaire, l'idéal n'était pas mauvais. Le choix politique n'était pas mauvais. Il fallait peut-être modérer un peu, mais il faudrait aussi accompagner de cela d'une vigilance au niveau du système bancaire, du système financier, afin que l'impact négatif du système financier et bancaire ne détruise les efforts de gestion au niveau des entreprises publiques et semi-publiques. Du constat général, il est à noter la faillite de l'État marxiste-léniniste. Les entreprises d'État ont connu des difficultés. Ces problèmes ne sont pas seulement liés au système politique. Bien d'autres aléas se sont greffés sur l'état du système pour aboutir à la crise de 1988-1989. Au travail, peuple béninois, au travail, au travail. Et bien voilà, c'était donc un extrait, comme je le disais, donc du documentaire de Armel Dossou-Kago sur la gestion des entreprises d'État. Et aujourd'hui, c'est le pan, un autre pan qui nous a intéressés, c'est bel et bien le libéralisme économique. On voudrait bien savoir si ce choix est un bon choix pour un pays qui aspire au développement comme le Bénin, si c'est un choix durable pour une économie qui se veut prospère. Et pour le savoir, nous avons fait venir encore une fois sur ce plateau pour vous, chers téléspectateurs, le professeur d'économie, Albert
Ronlonkou. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Karamat. Un plaisir de vous retrouver. Merci. Alors, quand on parle économie, c'est votre champ d'action, c'est votre domaine de définition. Vous n'hésitez pas à dire oui aux invitations. Agnès Bello, bonsoir. Karamat Agbataou, bonsoir. Bonsoir également à vous, mesdames et messieurs. Et merci de toujours nous préférer. Vous le savez, nous sommes sur Autant Savoir. Alors, Autant Savoir aujourd'hui, c'est ce que j'ai déjà dit. Est-ce que le libéralisme économique, c'est ce qu'il faut vraiment pour asseoir un développement durable pour notre pays, le Bénin? Merci à vous, Karamat Agbataou, pour cette belle introduction. Mais avant, nous allons redéfinir ce que c'est que le libéralisme économique. Et nous allons faire cet exercice avec le professeur Albert Ronlonkou. Donc, dites-nous, professeur, pour vous, c'est quoi le libéralisme économique? Quand on parle de libéralisme économique, ça veut dire que dans cette économie, à l'étape de la production comme de la distribution, on accepte autant les acteurs publics que les acteurs privés. Et quand on parle d'acteurs privés, c'est ceux qui possèdent les moyens de production et qui gèrent leur entreprise à côté des sociétés publiques. Quels sont donc les principes qui régissent le libéralisme économique? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la propriété privée qui est acceptée, il y a la propriété privée qui appartient aux personnes physiques ou morales, et puis il y a la propriété privée qui appartient à l'État aussi. Donc, la première démarcation entre tout ce qu'on peut appeler socialisme, communisme et le libéralisme, c'est que la propriété privée des moyens de production est acceptée. Et puis, les deux interviennent aussi sur ce qu'on appelle le marché, où il y a l'offre et la demande qui se rencontrent. Il n'y a pas... La planification se fait au niveau des entreprises publiques, mais elle ne se fait plus au niveau de l'économie en général, où on a un bureau de plan qui guidait tout. Ce n'est plus ça. Il y a des acteurs privés qui interviennent sur le marché et qui réagissent de façon autonome. Oui, selon les prix des facteurs et des produits pour pouvoir en tirer des profits. D'accord. Donc quand on parle libéralisme économique, on parle liberté d'échange, on parle liberté d'entreprendre, on parle également de liberté de consommer. Mais il y a cet aspect qu'il ne faudrait surtout pas oublier, c'est la limitation justement de la participation de l'État à l'économie. Oui, absolument, absolument. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des entreprises publiques. On peut avoir, mais les secteurs sont ouverts au privé. Par exemple, quand on parle... L'État ne détient plus le monopole de la gestion de l'économie, de la société. Hier, on parlait des secteurs vitaux, mais dans ce cadre, il n'y a plus ce qu'on appelle le secteur vitaux et qui devrait relever de l'État seulement, mais il y a les privés aussi qui interviennent dans ce secteur-là. D'accord. Il faut dire que depuis 1990, avec l'avènement de la démocratie, le Bénin a opté pour le libéralisme économique, mais déjà, il faut revenir sur comment est-ce que ce changement brusque s'est fait de la nationalisation au libéralisme économique. Quel a été l'impact tout de suite sur l'économie locale? Tous les changements sont dus aux crises. C'est suite à une crise qu'on décide d'opter pour une autre solution. Exactement. On avait décidé de nationaliser dans la seconde moitié des années 70. Maintenant, on a conduit ça pratiquement vers la fin des années 80, où on a eu des crises, où l'État n'arrivait pas à payer les salaires, où les entreprises n'arrivaient plus à fonctionner. Donc à partir de ça, on a dit, bon, donc le modèle a échoué, et à partir de ce moment, il faut changer de paradigme. Et quand vous faites appel à des aides extérieures ou à des partenaires extérieurs comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, donc ils disent non, il vaut mieux laisser certains secteurs au marché, parce que avec l'État, ça n'a pas marché. D'accord. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on a entendu parler du concept de libéralisme économique qui est venu remettre tous les paradigmes en cause. Vous l'avez dit, que sont devenues ces sociétés qui avaient été nationalisées dans le temps? Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on parle de libéralisme, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'entreprise publique. Mais il y a le privé qui peut agir à côté. Justement, je voudrais savoir jusqu'à quelle hauteur on peut accepter les entreprises privées. Il ne faudrait pas qu'elles viennent ravir la vedette aux entreprises de l'État. C'était l'argument qu'on avait utilisé en nationalisant. Oui. Maintenant, on a vu que ça n'a pas porté les fruits escomptés et on a changé de paradigme, comme le disait tout à l'heure Agnès. Donc, à partir de ce moment, il faut
c'est le marché. Donc on a ouvert tout. On a ouvert tout. Il y avait des investisseurs étrangers qui étaient intéressés, qui venaient justement opiner sur notre marché. Et cela nous a apporté un autre flux de capitaux. Oui, absolument. Et puis l'État a essayé de maintenant privatiser les entreprises qui sont des entreprises La publiques. notion de privatisation. Maintenant, il y a des remous sociaux, donc l'État a pu privatiser certaines entreprises, mais d'autres non. Mais les remous sociaux, par exemple, l'État a pu privatiser ce qu'on appelle la Sonicog, qui est devenue, je crois, la société qui est à Boycon là. Oui, l'IBCG. Oui, l'IBCG. Et puis le secteur libéralisé aussi, et c'est ça qui a fait que d'autres sociétés sont intervenues. Dans le même domaine d'activité. Il y a la Sobebra, par exemple, qui était une société publique et qui a été privatisée aussi. Mais il y a d'autres sociétés que l'État a voulu bien privatiser, mais c'était un peu plus compliqué, comme la SB2E, la SONEB, etc. Donc, d'accord, on fait bien de parler de privatisation parce que c'est un mot qui revient de plus en plus et qui revient à chaque fois. Parlons un peu des craintes justement des populations en ce qui concerne la privatisation. C'est certainement la perte de beaucoup d'emplois. On ne sait pas vraiment comment est-ce que la société sera gérée après privatisation. Est-ce que pour vous, la privatisation est un choix qu'il faut faire pour un développement durable? Non, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut avoir une société publique, une société privée, il y a généralement un certain nombre d'étapes. Il y a le financement. Et puis, il y a la mise en place des infrastructures, et puis il y a la gestion et la maintenance, etc. Donc, l'État peut décider de privatiser en quelque sorte une partie de ce processus. C'est pourquoi quand on parle de privatisation, ça ne veut pas dire nécessairement que toute la société revient au privé. Il y a plusieurs modes de privatisation. On peut donner toute la société au privé, comme on a fait avec la Sobebra et la Sonicog, mais comme on peut aussi privatiser des aspects. L'État peut construire, par exemple, et donner la gestion au privé. Là, on a des systèmes d'affermage, de concession, ou même de la délégation d'ouvrage. C'est-à-dire, l'État peut dire, au lieu que mes fonctionnaires se mettent à construire des bâtiments, etc., je donne ça, par exemple, à l'AGETU, qui va construire en termes de maîtrise d'ouvrage, et je lui paie un pourcentage. Donc, il y a tous ces modes-là qui existent et qu'on peut utiliser. On n'est pas obligé. Je crois que le gouvernement actuel l'a fait dans le domaine de la santé, je crois bien. Dans le domaine de la santé, au niveau du port aujourd'hui aussi. Au niveau du port, il y a plusieurs modèles. Il y a la concession des quais avec Bolloré. Au niveau des hôpitaux aussi, l'État est en train de faire ce qu'on appelle l'affermage. C'est-à-dire l'État a construit et a mis les équipements et est en train de donner la gestion au privé contre redevance. D'accord. Alors, quand on passe de la nationalisation à la privatisation, tout de suite, quel est l'impact direct? Non, c'est une question d'efficience. Hier, quand on parlait de la nationalisation, on a dit que ce qui a fait échouer la nationalisation, c'est cet aspect de ressources communes, où chacun se dit, ben, je suis là, je suis un DG pendant un certain nombre d'années, on peut m'enlever à tout moment, donc si je peux... Je me remplis les poches. C'est ça, si je peux tirer le maximum que je peux tirer. Mais est-ce qu'avec le libéralisme, on n'a plus ça? Et puis il y a le retour aussi, que les politiciens cherchent aussi, et les politiciens qui nomment, qui ont le pouvoir de nomination. Mais avec le libéralisme, ça ne veut pas dire que la corruption a complètement disparu. Parce que ça peut se faire à une période exemptée, c'est-à-dire au moment où on est en train de privatiser, la corruption peut arriver. Ou c'est une société qui vaut un certain nombre de milliards et qu'on essaie de diminuer pour le privé, quitte à ce que le privé donne quelque chose aux politiciens. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut voir. Et ça s'est passé avec la Sonacorp, par exemple, où on a acheté la Sonacorp avec l'argent de la Sonacorp. Donc, la même chose peut se passer aussi. Mais après ça aussi, le privé doit... on négocie avec le privé. Si c'est l'affermage, par exemple, le privé doit donner des redevances ou bien doit payer des impôts, etc. Pour ces aspects-là, les fonctionnaires peuvent toujours jouer, peuvent toujours avoir la corruption. Mais c'est qu'on dit que comme c'est pour un privé, il y aura beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus d'efficience. Et l'État ne va plus beaucoup perdre. Bon, c'est clair, mesdames et messieurs, que demain, nous allons parler des normes de gestion aujourd'hui d'entreprises d'État. On aura le temps de revenir dessus. Mais avant de vous laisser, moi, j'aimerais bien savoir, justement, est-ce que ce qui importe aujourd'hui, c'est la privatisation, c'est la nationalisation, ou d'étudier
c'est-à-dire en fonction des sociétés, en fonction de comment se porte le marché, quelle est l'option la meilleure? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas être catégorique. Il faut étudier les différentes options et voir l'option qui est la meilleure. Et c'est pourquoi certains demandent aussi qu'il faut associer les acteurs. Parce que seul, on ne peut pas tout connaître. Si vous associez les acteurs, vous pouvez avoir l'adhésion, vous pouvez avoir l'expertise, vous pouvez avoir une meilleure compréhension des phénomènes. Et puis, comme c'est des structures étatiques aussi, les gens, ils veulent la justice sociale, l'équité. Le fait d'être associé, même si c'est l'idée première qui est exécutée, les gens sont contents. Et ça fait partie de leur bonheur aussi. D'accord, je crois qu'il y a beaucoup d'économistes qui nous suivent. On ne peut pas faire ce plateau sans parler des chiffres. En termes de chiffres, quel a été l'impact direct justement du passage de la nationalisation à la privatisation? L'impact direct, bon, c'est déjà que l'État n'est plus obligé de subventionner, puisque si les gens ne dégagent pas suffisamment de marge ajoutée et de valeur ajoutée pour pouvoir payer les agents de ces entreprises-là, comme c'est des agents publics, l'État est obligé de prendre ailleurs pour pouvoir les payer. Mais généralement, quand on privatise, l'État n'intervient plus. Au contraire, on paie des impôts à l'État. Ce qui veut dire les sociétés privatisées ont sans doute contribué au budget, significativement au budget de l'État, de façon positive, alors qu'avant, c'était de façon négative. D'accord. Est-ce que de là, on est sorti de la période rouge à une période beaucoup plus reluisante en termes d'augmentation du PIB ou du taux d'accroissement? Est-ce que le taux d'endettement est devenu moins? Non, pas du tout, puisque quand on progresse, on s'endette toujours. Donc, on s'endette pour progresser aussi. Toujours. Bon, est-ce qu'on a forcément besoin? Je ne crois pas, enfin. Je ne crois pas. J'aurais échangé un temps avec certains économistes qui m'ont dit qu'on n'a pas forcément besoin de s'endetter pour se développer. Peut-être que vous allez revenir sur le plateau. Oui, un autre jour. Oui, si vous voulez, on parlera d'endettement après. Parce que l'endettement, c'est pour les générations futures. Ceux qui s'endettent maintenant, les autres, ils peuvent avoir de meilleures conditions, mais c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont payer, donc à cause du service de la dette, un certain nombre de choses. C'est pourquoi quand on s'endette, il faut que cette dette-là soit productive. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient? Pardon, est-ce que le libéralisme est finalement le meilleur choix pour le Bénin? Oui, pour moi, c'est d'ailleurs le meilleur choix, puisque il y aura ce qu'on appelle la subsidiarité qui va jouer, c'est-à-dire les secteurs où l'État est à même de jouer son rôle, on peut les confier à l'État, mais là où le privé est plus efficient, plus efficace, on met le privé. D'accord. Karamat Tabatao, merci à vous de nous avoir aidé à conduire cette rubrique. Merci au professeur d'avoir répondu présent sur ce plateau. Déjà demain, je l'ai annoncé tantôt, nous allons parler des normes qui devraient régir les gestions des entreprises d'État. Donc, Karamat Tabatao, on prend rendez-vous pour demain. Bello, merci beaucoup. Donc, ça fait à demain dans la même émission, toujours avec le même plaisir, plus qu'un devoir. C'est toujours un plaisir de vous servir. Chers amis téléspectateurs, merci beaucoup au professeur d'avoir honoré donc, de sa présence ce rendez-vous, ce plateau. Merci. Un plaisir. Bon retour chez vous. Merci. Alors, chers amis, le dernier plateau, c'est beauté au pluriel. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous adorez les professeurs, vous allez vous asseoir. Je vais continuer avec vous. Merci beaucoup. Voilà, je le disais tout à l'heure, dernier plateau, donc pour finir aujourd'hui, c'est beauté au pluriel. Vous êtes masculin, vous êtes féminin, petit ou grand, et vous êtes fan des bonnes senteurs. On va en parler tout à l'heure. Et avant d'aller découvrir notre spécialiste mode et beauté, Monsieur Eric Ouanou, je vais vous inviter à regarder cet extrait que Elonia Dalmeda nous a réservé. Le parfum est une très bonne chose. Ça permet à l'homme de se sentir bien et de se voir élégant, se faire remarquer. Mais par rapport sur le marché, il y a des parfums qui détruisent la peau, qui gâtent le marché des vendeurs de parfums. Il y a des parfums à 1000 francs, à 500 francs. Mais aussi, il y a des parfums de très grosse qualité, des marques qui sont de très bonne qualité et qui font la différence par rapport au faux. Par rapport au faux, l'odeur ne dure pas. Mais par rapport au vrai, ça dure.
et la qualité y est. Et même après avoir lavé tes habits, l'odeur reste. Mais par rapport au faux, l'odeur ne reste pas, ça s'évapore. Ça dépend aussi du prix. De par notre morosité économique du Bénin, tout se base sur le prix. Quelle que soit la qualité, bonne ou mauvaise, c'est le prix qui différencie. Même si le parfum est de très bonne qualité et c'est à un prix exorbitant, le client ne se permettra pas le luxe de s'approvisionner. Mais quand c'est à un prix très bas, et même si c'est de mauvaise qualité, le client est obligé de prendre ça parce que ça dépend de son pouvoir d'achat. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes n'aiment pas utiliser les parfums trop haut de gamme parce qu'ils se disent je dois manger d'abord avant de vouloir me sentir bien. Ne se base pas par rapport à la qualité, par rapport à l'exigence. C'est-à-dire, certains passent le parfum pour passer le parfum. Certains passent le parfum par rapport à ces odeurs qui ne sont pas bonnes. Donc, peut-être si dans notre environnement, si la population finit par être émancipée, on peut voir le développement des vendeurs de parfums de haute gamme. Mais dans certains supermarchés chics, un peu partout, on vend des parfums de très bonne qualité. Mais les parfums de très bonne qualité ne sont pas sur le terrain comme ça, c'est dans des coins rares. Il a pratiquement tout dit, ce monsieur, dans cet extrait avec Elonia d'Almeida. Est-ce que c'est vrai que le parfum est là pour camoufler les odeurs, Eric Wanou? C'est l'une des utilisations du parfum, c'est l'une des utilisations majeures des parfums. Beaucoup de gens s'en servent pour masquer les mauvaises odeurs et en fait, la parfumerie s'est développée au Moyen-Âge en Europe avec le recul de l'hygiène. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Eric Wanou. Je rappelle que vous êtes un spécialiste mode et beauté. Et aujourd'hui, on parle parfum. Tout à fait. Dites-nous en même temps les origines des senteurs. Mais les senteurs sont dans la nature. Les senteurs sont portés par des animaux, des pierres, des minéraux, des végétaux, des huiles, des eaux. Les senteurs sont dans la nature et donc depuis toujours l'homme a pris l'habitude d'aller chercher des senteurs dans la nature pour régler certains de ses besoins ou pour diverses utilisations. C'est-à-dire que l'une des premières utilisations, par exemple, a été de s'enduire le corps de matière odorante pour les chasseurs qui partaient à la chasse, soit pour masquer leur odeur humaine afin que l'animal ne les sente pas venir, ou pour effrayer l'animal qu'ils s'en vont chasser. D'accord. Mais aujourd'hui, cette utilisation, enfin, le champ s'est vraiment élargi. Le champ s'est énormément élargi. Et aujourd'hui, les parfums font partie de la mode des cosmétiques. Ça fait partie des accessoires les plus importants d'ailleurs, de la mode, de la beauté surtout. Oui. Quand on veut sortir aujourd'hui, il est impossible de faire une sortie sans parfum. Je vais dire que le parfum est l'accessoire invisible d'ailleurs, parce que tout le reste se voit, la coiffure, le vêtement se voit, mais le parfum, on ne le voit pas. Mais on le sent. Il est l'outil qui, derrière ce qu'on voit, va améliorer l'effet de votre toilette, de votre coiffure et de tout ça. Mais aujourd'hui, le parfum a gagné d'autres terrains, comme je le disais, et il est entré dans les mœurs. Aujourd'hui, au Bénin, surtout pour ceux-là qui sont dans certaines croyances, on utilise des parfums et tout ça. Oui, je vais dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'une des premières utilisations de parfums dans certaines croyances. Lorsque les parfums servent à véhiculer ce que j'aurais appelé des filtres, soit des filtres d'amour ou des filtres de je ne sais pas quoi. Vous savez, on va vous proposer des parfums dont vous allez vous parfumer si vous êtes un commerçant pour pouvoir vendre lorsque vous irez à votre étalage. En fait, dans ce cas, le parfum n'est qu'un véhicule dans lequel le magicien là, a introduit des ingrédients que lui, il a confectionnés et puis donc il les incorpore dans le parfum. Le parfum devient le véhicule qui vous permet de porter ces ingrédients-là aisément.
Voilà. Et justement, parlant de composition, quels sont ces différents éléments? C'est vrai, vous nous avez dit tout à l'heure que le parfum, c'est dans la nature et tout ça, et on fait la collecte, on fait le mélange. Quelles sont ces différentes composantes? Alors aujourd'hui, on peut distinguer en gros les composants qui viennent de la nature et les composants qui sont chimiques, qui sont des molécules qui ont été composées, mises au point dans des laboratoires et ce genre de choses. Et donc, pour ce qui vient de la nature, il y a diverses techniques de plus en plus sophistiquées chaque jour qui permettent d'extraire les fragrances ou à partir des minéraux ou à partir des végétaux ou d'autres matières, puis ensuite de les incorporer. Aujourd'hui, c'est beaucoup dans des solutions alcoolisées que le parfum, les fragrances vont pouvoir être incorporées pour être manipulées et commercialisées ensuite. Et pour ce qui est des fragrances chimiques, je veux dire au laboratoire, en mettant au point la molécule, elle est mise au point directement avec son véhicule. Mais quand on se penche du côté du laboratoire, est-ce qu'il n'y a pas risque d'avoir affaire aux produits toxiques et tout? Est-ce que c'est pas mieux de se référer aux produits naturels, un peu comme le Ushuaïa et tout ça? Là, on sent vraiment de la senteur nature. Disons que ça, c'est un effet, j'allais dire, de mode. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Un parfum, vous en mettez, vous enduisez pas tout le corps avec. C'est pas une pommade, c'est quelques gouttes sur vous pour la journée ou parfois pour plusieurs jours. Et donc, s'il ne s'agit pas, parce qu'il y a des odeurs qui peuvent avoir des effets, des effets indésirables sur le mental, ou sur l'environnement, ou sur votre humeur et tout ça, si on n'a pas ce type d'effet... Et là, on parle d'encens, justement. S'il y a de ces senteurs-là qui agissent, soit si vous êtes de mauvaise humeur, vous avez le moral au niveau très bas, il y a de ces encens. Il y a beaucoup de senteurs. Ce sont des senteurs. L'encens est une senteur, est un élément, parfum particulier qui a une odeur typique et qui est un minéral, ou en tout cas qui est toujours synthétisé sous forme minérale, qu'on peut brûler généralement. On va le mettre dans un encensoir, et on va le brûler, et en se consumant, il dégage son parfum. Mais il y a des arômes qui proviennent de végétaux, qui peuvent, par exemple, réveiller votre libido, ou vous mettre de bonne humeur, ou améliorer l'ambiance. Vous savez, en général, un parfum dans une ambiance va apporter une note supplémentaire. Ça augmente l'impression de confort, quel qu'il soit. Mais il existe également des odeurs qui ont des effets déplorables. Donc ça peut arriver. Maintenant, et tout ça est mis au point en laboratoire, mais une maison qui commercialise des parfums va commercialiser généralement des parfums positifs et dont les effets indésirables, au cas où il en existerait, sont très minimes. En général, ici, on conseille d'appliquer le parfum sur les vêtements la chemise plutôt directement. que sur la peau. Et là, il y a des déodorants sur la peau directement. Ce sont les déodorants qui sont recommandés. Ce sont les déodorants qui sont recommandés. D'accord. Et parlant de commercialisation, on voit que quand on se rend dans les supermarchés, en pharmacie et tout, il y a une classification de senteurs. Il y a des eaux de cologne, des eaux de toilette, des déodorants, des parfums. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cette sériation, cette classification? Voilà. En fait, un parfum, c'est une odeur. Techniquement, on va dire c'est une fragrance qui a été mise au point par un laboratoire ou quelqu'un et donc qui, à l'état concentré, est quelque chose d'extrêmement coûteux. Voilà. Et ensuite, c'est commercialisé. La forme de l'essence est la forme la plus concentrée. Et donc ça suppose que l'essence doit être plus chère, beaucoup plus chère. Ça va être la forme la plus coûteuse pour les mêmes quantités. Ensuite, on peut prendre la fragrance
une petite dose de fragrance qui va être diluée dans une certaine dose d'alcool ou d'autres véhicules. Et donc, en fonction de la concentration de la fragrance dans le produit que vous achetez, le prix sera plus ou moins élevé. Et également en fonction de l'utilisation à laquelle le produit est destiné. Généralement, le parfum est commercialisé sous forme d'eau de toilette. Mais il peut être commercialisé sous forme d'eau de parfum. C'est une concentration un peu plus élevée déjà, qui est censée donner plus d'enveloppe, plus de durée aussi. Parce que le parfum, il a une durée d'action sur vous. Au moment où vous le passez, à l'instant où vous le passez, les premières sensations olfactives qui vont se dégager ne seront pas les mêmes tout le temps. Au bout de 2 ou de 3 heures de temps, votre parfum va sentir légèrement différent. Au bout peut-être de 3 jours, il sera encore là, mais vous serez dans les notes de fond qui vont être encore une autre nuance de la même fragrance. Alors dites-nous, quel est le rôle que joue l'artisan parfumeur sur la chaîne? Quel est son rôle concrètement? L'artisan parfumeur, il est l'auteur du parfum. Il est comme le styliste dans le vêtement. C'est-à-dire donc c'est lui qui compose en quelque sorte. C'est lui qui compose. Dans le langage courant, on l'appelle un nez. C'est-à-dire qu'il a dans son nez des capacités, une sensibilité olfactive spéciale qui lui permet d'imaginer des ambiances à partir des odeurs qu'il capte. Et donc, il va composer en prenant différentes senteurs qui sont à sa disposition. Il va composer, doser un mélange pour obtenir une fragrance nouvelle. Et donc, il est l'auteur de cette fragrance. Ce sont les parfumeurs. Est-ce que finalement ça porte, oui, est-ce que ces parfums, ces compositions finalement portent les noms des parfumeurs au finish? Aujourd'hui, les parfumeurs ne commercialisent plus leurs compositions directement. Quand ils ont créé des fragrances, ils les revendent aux grandes enseignes qui sont dans le commerce de la parfumerie. Et finalement, les noms que nous retrouvons sur des parfums, c'est pas eux les auteurs. Ce ne sont pas eux les auteurs. C'est pas eux les auteurs. En fait, souvent, eux, ils ont commandé à un parfumeur qui a composé. Voilà, qui a composé la fragrance et qui a été payé. Ils ont ils ont payé les droits d'auteur. Voilà, les droits, tous les droits. Et puis ensuite, ils peuvent commercialiser sous différentes Alors, formes. pour finir, encore la conception du flacon, puisque c'est aussi ça, hein, c'est et le produit et le contenant. Et le contenant. Oui. Parlez-nous un peu du contenant. Est-ce qu'il a un rôle particulier? Est-ce qu'il a un message qu'il véhicule? Quand on prend les grandes marques de parfums dont je tais les noms, on voit des formes dessinées. Est-ce que ça a une signification? Absolument. En fait, le flacon, c'est l'emballage. Et donc, ça a toutes les fonctions d'un emballage en marketing. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, au départ, quand on a créé un parfum, le commanditaire du parfum va demander « je voudrais un parfum pour un homme sportif ». Par exemple, ou pour une dame, une béninoise qui porte bien son teint, qui aime être naturelle, qui porte ses cheveux, qui a du tempérament, par exemple. Et donc, le parfumeur compose la fragrance à partir de ce TDR, de ces termes de référence. Ok, donc on lui donne les thèmes de référence et il va sortir quelque chose qui est propre à vous, qui en fait, oui, vous savez, identifie votre personnalité en quelque sorte. Pendant longtemps, on allait chez le parfumeur commander son parfum. Est-ce qu'on en a ici au Bénin aujourd'hui, les parfumeurs? Aujourd'hui, parce que j'ai bien envie de commander. Les esthéticiennes, les cosméticiennes peuvent vous composer des parfums à partir d'autres parfums qui sont déjà sur le marché. C'est possible. De la manière dont elles composent des pommades ou des savons, elles peuvent le faire aussi pour les parfums. Vous savez, à l'époque où les sapeurs étaient à la mode, ils ne portaient jamais un parfum directement acheté à la boutique. Ils en mélangeaient plusieurs pour se rendre spécial.
par leur odeur. Et ça continue, je crois qu'il y en a qui le font, qui font un mélange de, voilà. de parfums. Et donc, lorsqu'on a créé un parfum, le créateur de parfum a imaginé une atmosphère, un personnage pour son parfum. Alors, pour commercialiser le parfum, il faut le mettre dans un flacon qui va confirmer cette image que l'on veut que le parfum dégage. Merci beaucoup. C'est à partir de ça que les flacons sont dessinés. Et voilà, on va mettre des accessoires d'allure un peu militaire. Si on veut un parfum sportif, le parfum dont on parlait pour la jeune femme béninoise, on mettra des formes fines, je ne sais pas, quelques pierres quelque part sur le flacon, pourquoi pas. Ah, mais c'est intéressant, ça donne des idées. En tout cas, il faut avoir les bons contacts. L'idéal serait de trouver un parfumeur à côté pour qu'il vous sorte vraiment ce qui vous ressemble, ce qui est authentique et qui est vous-même. Oui, mais ça, c'est coûteux. C'est-à-dire que dès que vous demandez de la personnalisation, on va prier. Attendez-vous. On va prier. Absolument. Merci beaucoup, Eric Ouanou. C'est moi. On reviendra certainement à vous et pour approfondir les échanges, on va parler de comment sélectionner, comment opérer un choix, comment choisir son parfum. Tout à fait. C'est quand vous voulez, toutes les fois que vous voudrez. Merci beaucoup. C'était donc Eric Ouanou qui nous parlait donc des parfums, la science des senteurs. Chers amis téléspectateurs, les plateaux que je vous avais annoncés ont bel et bien eu lieu. Aujourd'hui, c'est la fin, mais avant de se dire au revoir, regardons encore une fois la météo. En rappel, si vous avez manqué un détail important de ces plateaux que nous vous avons offerts, Seydou Abou, juriste à la retraite, est revenu sur la contribution de chaque citoyen dans la réalisation d'une justice sociale. C'était donc dans la rubrique Espère. Nous avons reçu également dans Nature et Bien-être avec Heureuse d'Anondé le docteur Magloire Yevi. Il est urologue. Il nous a entretenu sur l'endomètre, sur l'adénome, voilà, l'adénome de la prostate qui touche les masculins à partir de la quarantaine. Et il est revenu en tout cas sur cette information très importante. À Sakété va démarrer jeudi prochain donc une campagne consultation gratuite. Si vous êtes donc un homme d'un certain âge, déjà à partir de 45 ans, vous pouvez déjà faire le programme. Nous avons également reçu le professeur Albert Ronlonkou, avec qui aujourd'hui nous avons parlé du libéralisme économique. En tout cas, on retient avec lui que c'est un bon choix pour un développement durable. Et tout à l'heure, Eric Ouanou, notre spécialiste beauté et mode, qui nous a parlé des parfums, des senteurs. Il est bon d'avoir un parfumeur à côté qui va donc vous sortir un parfum qui donne l'identité de votre personnalité. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Ce fut un plaisir, en tout cas pour moi, d'avoir partagé cet instant de télévision avec vous. BB24, toujours et pour vous. Ne manquez pas de nous suivre. Nous sommes là 24 heures sur 24. Le grand rendez-vous revient demain à la même heure, donc 19 h. À demain.